Elles ont fait l'histoire et pourtant on ne les trouve pas dans les manuels. Effacées, moquées, réécrites, aujourd'hui, on leur rend leur voix. Parlons de la Révolution française. On les a caricaturées, réduites à des silhouettes en colère, des tricoteuses anonymes et des hystériques de la foule. Alors, on remet les pendules à l'heure. Car les femmes ont été actrices, penseuses et combattantes de la Révolution. Parmi elles, une figure flamboyante, Théroigne de Méricourt. Imagine, une femme à Paris en 1790. Elle a un sabre à la taille, une veste rouge et un pantalon noir. Elle monte une tribune d'un club politique dans une salle remplie d'hommes. Elle ne baisse pas les yeux, elle parle fort, elle parle de liberté, elle parle d'égalité et surtout, elle parle des femmes. Aujourd'hui, on va la remettre à sa place, au cœur de la Révolution. Mais avant de la voir sabre au côté, il faut revenir en arrière, bien avant la tribune, bien avant le costume, quand elle n'était encore qu'Anne-Joseph, une voix sans tribune, qu'une vie sans place. Elle s'appelait Anne-Joseph Théroigne et elle est née en 1762 dans les Ardennes, l'équivalent de la Belgique actuelle. Fille d'un paysan, elle grandit dans la pauvreté. Puis elle est ballottée entre famille d'accueil, violence et humiliation. Et très tôt, elle apprend une chose. Le silence ne protège pas. Jeune adulte, elle vit de petits boulots, chante dans les salons, voyage entre l'Italie, l'Angleterre et la France. Elle n'a pas de titre, pas de fortune, mais elle a une arme puissante. Sa voix. Quand la Révolution éclate, elle monte à Paris. Elle a 27 ans et elle décide que ce moment de l'histoire va être aussi le sien. Et là, tout change. Théroigne ne reste pas spectatrice. Elle prend la parole dans les clubs politiques et notamment au club Cordelier. Elle milite pour l'égalité entre les sexes, réclame le droit de vote pour les femmes, la possibilité d'être élue, de porter des armes. Sa parole dérange. Son audace choque. Et pourtant, elle continue. Chaque mot est une gifle à l'ordre établi. Chaque discours une bataille. Et en 1792, elle s'adresse à un auditoire de femmes révolutionnaires. Armons-nous. Nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu, ni en courage. À cette époque, ce genre de déclaration, c'est explosif. Elle propose même qu'un groupe de femmes s'entraîne militairement. Allons-nous exercer 2 ou 3 fois par semaine aux Champs-Élysées. Ouvrons une liste d'Amazones Françoises. Elle rêve d'un bataillon de femmes. Une armée de citoyennes, pas pour le spectacle, mais pour la liberté. Pour prouver que les femmes aussi sont capables de défendre la République, que ce soit physiquement, militairement et politiquement. Et elle ne se contente pas de mots. Elle porte une tenue d'Amazone, sabre au côté, veste militaire. Elle se réapproprie l'image du guerrier en provocation. Et dans la presse, on ne tarde pas à la surnommer l'Amazone rouge ou la furie de la Gironde. Mais dans un monde façonné par les hommes, une femme armée de conviction devient vite une menace. Alors on change la stratégie. Quand on ne peut pas la faire taire, on tente de la ridiculiser. Car ce ne sont pas des compliments, ce sont des tentatives de décrédibiliser. On commence à la traiter de folle, de débauchée, d'exhibitionniste. Parce qu'une femme politique à cette époque, c'est déjà trop. Une femme politique est libre, mais c'est insupportable. Et elle persiste. Elle ne veut pas juste l'égalité. Elle veut l'émancipation. La rupture avec des siècles de domination. Mais la révolution, elle aussi, se transforme. Ce vent de liberté se fait plus violent, plus tranchant. Et dans cette nouvelle tempête, même les femmes révolutionnaires deviennent des cibles. Dans les caricatures, on la dessine nue. Le sein découvert, le sabre levé, en furie, on l'accuse de tout, de meurtre, de trahison, de prostitution. En réalité, elle n'a jamais tué personne. Mais son seul crime, c'était d'être une femme politique. Elle est soupçonnée alors, sans preuve, d'avoir voulu assassiner Marie-Antoinette et même d'avoir protégé le fils d'un chef girondin, ce qui va lui valoir la haine farouche des militantes jacobines. Mais en mai 1793, ces mêmes militantes jacobines la reconnaissent dans la rue et l'attaquent violemment. Elles la battent, l'insultent, la déshabillent. On la frappe, la traîne. Elle est humiliée publiquement. Son tort? Toujours être trop indépendante, trop différente.
Elle survit, mais elle ne se remettra jamais. Ce n'est que 14 ans plus tard, en 1807, qu'elle est internée à la Salpêtrière. Elle y meurt 10 ans plus tard, seule, oubliée. L'histoire officielle aura tantôt effacé son nom, son combat et ses rêves en un claquement de doigts. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette histoire? On comprend que Terwen n'était pas folle, elle était en avance. Elle rêvait d'un monde où les femmes pouvaient faire de la politique, être armées, prendre la parole. Elle a osé faire ce que peu de femmes pouvaient faire à l'époque, se rendre visible, brillante et dangereuse. Et parce qu'elle l'a fait, on l'a détruite. Et aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas l'oublier. J'ai choisi de vous la partager.